Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à chacun de vous, merci d'être là. Donc je suis en compagnie de Paul Ariès. Bonjour Paul. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire. Eh ben merci à toi aussi. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux nous raconter quels sont tes axes d'action ? Moi, j'assume complètement mes deux casquettes, celle du politologue spécialiste de la mondialisation et celle du citoyen engagé. J'ai été pendant une dizaine d'années responsable pour la France d'une toute petite ONG qui s'appelle le Centre Europe Tiers-Monde et dont la devise est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et au titre de cette ONG et de quelques autres, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'enfance, mais aussi sur la question du droit à l'alimentation. Je participe depuis maintenant une trentaine d'années à de nombreux mouvements de solidarité Nord-Sud, et puis j'anime une revue bimestrielle qui s'appelle Les Indignés, et dont le sous-titre est « Pour une objection de croissance amoureuse du bien vivre ». Waouh, vaste programme, vastes actions. Tu es aussi auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, il y en a un aussi sur l'alimentation, l'histoire de l'alimentation. L'histoire politique. L'histoire politique. De l'alimentation, parce qu'il existe des histoires techniques, sociales, culturelles, religieuses de l'alimentation, mais il n'existait pas d'histoire politique. Or, pour moi, c'est doublement essentiel. Déjà parce que, je dirais par simple goût culturel, il y a une sorte de fil rouge dans l'histoire. Ce fil rouge, c'est le séparatisme alimentaire. Les puissants n'ont jamais voulu manger comme monsieur et madame tout le monde, ils n'ont jamais voulu manger, y compris de la même façon. Donc, je crois que tant que nous n'arriverons pas à nous réapproprier cette longue histoire de la table, on n'y arrivera pas. Et quand je dis de longue histoire, j'ai vraiment voulu faire une histoire de l'alimentation du paléolithique à nos jours. Parce que je suis convaincu que plus on regarde loin dans le passé, plus on peut se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui, dans cette étude, t'a le plus marqué ? Ce qui m'a vraiment, je dirais, enthousiasmé, c'est de constater que nos plus lointains ancêtres étaient déjà pleinement des humains. C'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas simplement pour pouvoir vivre, une sorte de vision misérabiliste de la table, ils vivaient déjà pour pouvoir manger. C'est-à-dire qu'il y avait cette recherche du plaisir. Ce qui m'a aussi marqué, mais alors cette fois de façon plus triste, c'est de constater comment dans l'histoire, les puissants s'en sont toujours pris non simplement au plaisir alimentaire des pauvres, mais à leur plaisir sexuel. C'est-à-dire comment, par exemple, la haine du gras s'est développée en même temps que la haine de la sexualité et que la haine des femmes. Ce qu'on veut finalement interdire aux gens ordinaires, c'est la jouissance. Or moi qui pense qu'il faut être nécessairement du côté d'un plus à jouir par rapport à cette société, forcément, je vous dis, c'est une raison de plus pour continuer ce travail, pour dire aux gens, ne vous laissez pas faire, et jouissez de la vie, et jouissez notamment, bien sûr, dans le domaine alimentaire, en rappelant que cette jouissance alimentaire, c'est au moins, pour moi, à moitié, le fait de partager. Et j'aime beaucoup une formule d'un philosophe de l'Antiquité, Démocrite, qui disait « Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête ». Le poisson qu'on mange ensemble n'a pas d'arête, ça veut dire que l'essentiel en matière d'alimentation, c'est le partage avec l'autre. Excellent. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton engagement ? C'est une question que je me suis souvent posée. Alors bien sûr, je pourrais expliquer que c'est un certain nombre de valeurs, comme l'égalité, comme la liberté, la fraternité, comme la justice écologique. Mais je crois qu'il y a en quelque sorte au départ une sorte de révolte tripale. Quelque chose de beaucoup plus archaïque par rapport à non simplement la détresse de ce monde, par rapport à la destruction des écosystèmes, par rapport à la malvie, à la maljouissance qui est la nôtre, et qu'ensuite, effectivement, on se bricole, avec raison j'espère, mais on se bricole de bonnes raisons pour pouvoir mener ce combat. Et je crois que cette dimension de révolte tripale, c'est y compris ce que Camus expliquait dans L'homme révolté. Moi, ce que j'aime, c'est le moment
où l'homme effectivement commence à se dresser, le moment où il prend conscience que, je dirais, être humain, ça impose, ça impose de se lever et de lutter. Il y a un tableau d'un peintre russe extraordinaire sur la révolte dans le camp de la mort de Treblinka, et qui montre comment les déportés se sont, après bien sûr de longues discussions, décidés à se révolter, en prenant qui un morceau de bois, qui un caillou. Ils savaient qu'ils seraient sans doute tous massacrés, mais c'était une façon d'affirmer leur humanité. Et pour moi, écrire, comme m'engager à les manifester, c'est à ma façon d'être, je dirais, pleinement humain. Ah, j'adore. Selon toi, quels sont les enjeux majeurs que l'être humain est en train de traverser, de rencontrer? Je crois que la principale difficulté, ça va être de remettre en cause peut-être ce qu'on pourrait appeler notre cerveau archaïque. C'est-à-dire que nous portons encore en nous des schémas de pensée, des schémas de comportement qui nous viennent y compris de la nuit des temps, c'est-à-dire au moment où il fallait nous protéger nécessairement des autres, des animaux, de la nature, et la façon dont le capitalisme a pu prendre appui sur ce cerveau le plus profond pour développer sa propre logique, qui est une logique bien sûr du chacun pour soi, de maximisation du profit individuel. Mais je suis convaincu qu'il existe aussi au plus profond de nous d'autres dimensions. C'est-à-dire, ce sont ces autres dimensions qui expliquent que l'on ait autant de plaisir à avoir un ami, à être amoureux, à partager une bonne table. Et la grande difficulté, ça va être de réveiller ces dimensions-là et de faire pas simplement, j'allais dire, une affaire individuelle. Chacun bricole déjà plus ou moins dans ce domaine-là, mais d'arriver à fonder la société sur ces passions joyeuses. Saint-Just disait au moment de la Révolution que le bonheur était une idée neuve. En Europe, je crois qu'on pourrait encore dire la même chose aujourd'hui. Où se situent tes espoirs dans la situation qu'on rencontre aujourd'hui? Alors, espoir ou désespoir, très franchement, ça dépend des matins. Ce qui me rend bien sûr pessimiste, c'est la capacité extrême du système à coloniser notre imaginaire, à nous faire croire qu'il n'y aurait pas d'alternative, et à faire que, y compris, j'allais dire, les révoltés, peuvent être portés à chercher des solutions qui finalement viendraient renforcer le système dominant. Ce qui me donne de l'espoir, c'est de constater que, au moment de chaque lutte, au moment de chaque rencontre, on recrée du lien, et que finalement, le besoin le plus important de l'humanité, c'est cette construction des communs, c'est-à-dire de ce que l'on peut effectivement bricoler entre nous. Eh bien, le premier des biens communs, c'est l'alimentation, sans aucun doute. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire? La souveraineté alimentaire est un des grands enjeux. Je ne suis pas certain que le terme soit aisément compréhensible par tout le monde. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien marier ce terme de souveraineté alimentaire avec celui de droit à l'alimentation. Parce que je suis convaincu que tout le monde comprend spontanément ce qu'est le droit à chaque humain de pouvoir s'alimenter. Et bien sûr, pour pouvoir défendre ce droit à l'alimentation, il va falloir assurer la souveraineté de tout le monde sur l'agriculture, sur l'alimentation. Et à ce moment-là, c'est effectivement un chantier extraordinaire qui est devant nous. Alors dans le cadre de ce sommet, nous avons mis en place une plateforme de financement participatif pour que chacun de vous puissiez nous soutenir pour la réalisation de toutes ces vidéos. Donc c'est à la rencontre de plus de 35 intervenants tels que Paul pour chacun nous apporter avec sa spécialité son regard sur la souveraineté alimentaire. Et Paul, je voudrais savoir pour toi, en quoi c'est important de nous soutenir aussi financièrement dans cette action que l'on mène? Moi, je me définis comme un amoureux de la démocratie participative. Et pendant plusieurs années, j'ai été l'un des experts du réseau des villes participatives qui s'appelait Démopart. Et j'expliquais que la participation, ça supposait trois choses. Il fallait déjà que les gens puissent prendre part,
il fallait également que les gens puissent apporter leur part. Eh bien, apporter sa part, ça peut être effectivement apporter sa part de contribution intellectuelle, ça peut être aussi apporter sa part de financement qui est nécessaire. Et le troisième élément, après prendre part, apporter sa part, c'est recevoir sa part. Et recevoir sa part, eh bien, c'est notamment ce film que l'on attend et dont j'attends personnellement beaucoup de choses parce que je suis convaincu de la puissance des images. Et je suis convaincu que si l'on veut toucher le plus grand nombre, à un moment donné, il faut nécessairement utiliser, je dirais tout simplement, les moyens de communication qui sont ceux d'aujourd'hui. Et puis ce film, c'est aussi un film participatif, dans le sens où tu as interviewé une quarantaine de personnes. Donc c'est une façon de miser sur l'intelligence collective. Et je suis convaincu, sans même savoir ce qui a pu être dit par les autres intervenants, que à la fois, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes de l'un à l'autre, mais que c'est nécessairement complémentaire. C'est-à-dire que c'est véritablement en faisant front commun, en mettant ensemble, je dirais, notre intelligence, comme une partie de notre argent, comme effectivement une partie de notre alimentation, que l'on peut non simplement, j'allais dire sauver l'humanité, ça serait plutôt un peu tristounet simplement comme perspective, mais prendre du bonheur à exister, et puis transmettre à nos enfants une terre qui soit encore plus souriante que celle qu'on a reçue en héritage. J'aime beaucoup comment tu formules les choses parce qu'effectivement, moi qui vis ces interviews avant que tout le monde les découvre, en termes de contenu, dans les versions conférences qui seront bientôt diffusées, je me rends compte de la magie qu'il y a effectivement dans la complémentarité, le regard de chacun. Et effectivement, il y a un fil conducteur qui est le même, où on sent qu'on a tous envie, on a le cœur à aller dans la même direction, mais avec chacun des aspects différents et complémentaires. Je trouve ça absolument délicieux. Chacun est porteur d'un morceau de la vérité. C'est ça. Et je dirais qu'on n'a peut-être même pas besoin à un moment donné de chercher une sorte de totalisation. Alors sûrement pas a priori, parce qu'il faut que ce travail collectif, y compris de décantation, se fasse. Mais je suis même pas certain que cette totalisation puisse se faire a posteriori. C'est très bien qu'il y ait une pluralité de discours, c'est très bien qu'il y ait une pluralité de voix. L'essentiel, c'est que nous arrivions à mettre la société en mouvement. Et en cohérence ? Et en cohérence, mais cette cohésion, il faut savoir qu'elle sera toujours instable. Nous ne sommes pas prêts d'en finir avec ce système capitaliste, productiviste, industrialiste, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation ou dans les autres domaines. Mais ce qu'il faut, c'est faire monter des alternatives pour permettre une période qui sera sans doute longue de cohabitation entre ces deux régimes. Et puis moi, bien sûr, mon grand rêve, c'est que toutes nos alternatives, je dirais, finissent par coaguler et à un moment donné fassent système et l'emportent sur le capitalisme. Et l'emportent sur le capitalisme pour permettre tout simplement à chacun de déployer pleinement, je dirais, sa joie de vivre, permettre à chacun de déployer pleinement toutes ses potentialités. Un grand merci Paul pour ton partage. Eh bien merci. Donc on vous donne rendez-vous avec Paul donc pour visionner son interview version conférence. Donc c'est au mois de novembre. Toutes les interviews seront diffusées en accès libre et gratuit. C'est sur inscription. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous, faites passer le mot pour que le plus grand nombre puisse accéder à ce contenu riche et inspirant et dynamisant pour que chacun puisse trouver notre chemin pour devenir des éco-citoyens responsables. Merci à chacun de vous de nous suivre. Donc vous pouvez également nous faire des dons si vous avez envie de soutenir notre action. Et puis n'hésitez pas à prendre soin de vous surtout. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.